Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette 6e édition des rencontres de la Fondation du Souffle. En attendant les derniers participants, je voudrais vous rappeler que la Fondation du Souffle organise ces webinaires de manière totalement gratuite. Et merci au ministère de la Transition écologique et de la cohérence des territoires qui soutient cette nouvelle édition des rencontres de la Fondation du Souffle. J'en profite également pour remercier nos intervenants une nouvelle fois pour leur participation et leur soutien dans cette démarche d'information et de prévention qui est une de nos missions sociales. Une autre mission sociale importante de la Fondation du Souffle, c'est de soutenir financièrement la recherche et de distribuer des aides sociales aux personnes insuffisants respiratoires qui sont dans une situation précaire. Tout cela, bien évidemment, n'est possible que grâce au soutien financier de nos mécènes et donateurs. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site www.lesouffle.org pour nous soutenir si vous le pouvez. On va maintenant entrer dans le vif du sujet qui nous réunit aujourd'hui, à savoir dans le cadre de la journée nationale de la qualité de l'air qui aura lieu ce jeudi, d'une rencontre autour du thème du chauffage au bois, impact sur votre santé respiratoire, sur l'environnement et les solutions qui sont éventuellement disponibles. Nous avons donc 3 interventions. La première sera celle du docteur Lucile Cessé, qui est pneumologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny, qui nous parlera de l'impact du chauffage au bois sur le système respiratoire, sur la santé respiratoire. Puis Madame Caroline Maedekers, qui travaille au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, nous parlera des réglementations en vigueur et des aides possibles pour les usagers. Et enfin, Madame Isabelle Auge-Vambourg, qui est ingénieure à l'ADEME, nous parlera de l'information du public. Donc, nous allons débuter par l'intervention de Lucile Cessé. Je vous rappelle que le temps de parole est d'environ une quinzaine de minutes, ce qui nous laisse 15 minutes pour répondre aux questions. Ces questions ont été posées en amont par les internautes, mais bien sûr, ceux qui participent à cette réunion peuvent poser des questions. Au contraire, elles sont les bienvenues via le module questions-réponses. N'hésitez pas, nous essaierons de répondre à toutes les questions posées. Lucile Cessé, à toi la parole. Alors, est-ce que vous m'entendez? Je t'entends très bien. En Parfait. tout cas, moi, je t'entends très bien. D'accord. J'ai l'impression que je ne peux pas activer ma caméra. Je vais donc avancer masqué. Merci à tous. Merci pour cette invitation, professeur Rousset, et bonsoir à tous, pardon. Donc, je vais vous dire un mot de l'incidence du chauffage au bois sur le système respiratoire, ce qu'on en sait, avec une approche plus globale d'abord sur les données de la pollution atmosphérique, les données de la pollution extérieure qui ont des données très claires depuis ces dernières années grâce à l'arrivée des satellites qui ont permis finalement d'estimer un nombre de décès prématurés liés à la pollution autour de 9 millions à l'échelle mondiale. Et ce nombre de décès prématurés a augmenté entre les années 90 et 2015, avec finalement la répartition des décès sur les causes se répartissent de manière équilibrée entre les causes respiratoires et puis vasculaires, cardiaques et AVC. Diapositive suivante. Voilà, donc si on place la qualité de l'air, la pollution de l'air par rapport aux autres causes de décès prématurés à l'échelle mondiale, eh bien, on voit bien que la pollution de l'air est dans les premiers. Il est très proche des effets du tabac. Et puis, quand on parle de la pollution totale, on est vraiment sur un des premiers facteurs, à côté donc des causes infectieuses, de l'alcool ou autres facteurs. Diapositive suivante. Donc, en quelques mots, vous connaissez certainement bien tous ces points-là, mais donc il y a des polluants primaires directement émis dans l'atmosphère qui peuvent être
d'origine naturelle ou d'origine anthropique, c'est-à-dire secondaire à la production de l'homme, et puis donc des polluants secondaires qui vont être générés dans un second temps par la transformation de ces polluants primaires avec l'interaction chimique d'autres polluants ou du rayonnement solaire notamment. Et puis, on distingue deux grandes catégories, les polluants gazeux et puis les polluants particulaires qui sont définis par leur taille et dont la nature est peut-être très variable. Diapositive suivante. En ce qui concerne la pollution particulière, leur taille va impliquer la profondeur dans laquelle ils peuvent pénétrer dans les voies aériennes et les particules ultra fines, du fait de leur taille nanométrique, vont avoir un effet important puisqu'ils atteignent les alvéoles ou peuvent aller directement dans le système artériel, même à des niveaux sans même passer par le système respiratoire. Diapositive suivante. Et donc, on sait par la littérature que les effets de la pollution de l'air vont avoir en population générale des effets en particulier sur les populations vulnérables, donc dès la vie in utero et puis dans l'enfance, quand on présente une pathologie chronique et puis chez les personnes âgées. Diapositive suivante. Donc ça, c'est une synthèse de la littérature sur toutes les pathologies qui ont été associées de manière bien documentée à la pollution de l'air, avec une grande partie pour les maladies respiratoires et puis aussi beaucoup de données de littérature sur les maladies cardiovasculaires et notamment l'infarctus et les arythmies. Diapositive suivante. S'y intéresse à la dimension donc de la pollution intérieure, dont on dit, enfin, en tout cas secondaire à la combustion de la biomasse, on a des données, notamment dans les pays en voie à faible niveau socio-économique, puisque c'est une utilisation fréquente de la combustion de biomasse, tant pour le chauffage, mais également pour l'alimentation, la cuisson. Et donc, il y a une mortalité prématurée qui est attribuée à cette exposition, et puis également une morbidité importante qui est représentée ici graphiquement, et donc on voit que certains pays sont particulièrement touchés par cette pollution intérieure et en partie liée à la combustion de biomasse. Diapositive suivante. Donc la littérature, elle est assez claire dans dans ces pays à revenus faibles et intermédiaires. Quand on parle de biomasse, c'est la combustion d'éléments végétaux, animaux ou fongiques qui vont servir donc comme carburant pour la cuisine ou le chauffage. Et donc là, ça a bien été montré que c'était un inducteur de maladies respiratoires, notamment de BPCO chez la femme, d'infections respiratoires, de cancer pulmonaire, et puis que ça avait un impact, cette exposition avait un impact négatif sur la fonction pulmonaire. Diapositive suivante. Ça, c'est une étude intéressante où il y avait eu une action qui avait été réalisée auprès de sujets, de 500 participants du Guatemala, où on avait randomisé une prise en charge de cette combustion de biomasse, à savoir, il y avait donc des individus qui utilisaient cuisiner à ciel ouvert avec, comme vous pouvez voir dans la première image, et puis à d'autres individus, on avait proposé que cette combustion soit menue d'une cheminée et d'un poêle, afin de limiter l'exposition. Et on avait observé une vraie diminution des infections respiratoires des enfants, que vous voyez qui sont donc également exposés, et donc avec une efficacité sur la survenue des pneumonies et sur le niveau d'exposition dans les foyers. Diapositive suivante. En ce qui concerne les pays avec revenus plus élevés, où finalement la combustion au bois va servir peut-être dans certains cas de chauffage principal ou plus fréquemment de chauffage d'appoint, certes, il y a une émission de pollution. Qu'en est-il des effets sur la santé ? Les données sont un peu plus contradictoires parce que aussi il y a des biais de mesure, c'est-à-dire
comment on quantifie l'utilisation de cet outil, comment on tient compte finalement des autres polluants du domicile qui pourraient finalement être des facteurs confondants dans la survenue d'une maladie respiratoire. Et puis souvent, on interroge, les études étaient des études transversales, c'est-à-dire qu'on fait une photo, on regarde à un moment donné des personnes qui présentent ou pas une maladie, on les interroge sur le fait qu'ils utilisaient ce mode de chauffage ou pas, mais finalement, la dimension de utiliser depuis plusieurs années le chauffage au bois, qu'est-ce que ça donne? On n'a pas forcément beaucoup d'éléments. Mais quelques études sont disponibles. Diapositive suivante. Alors ici, c'est une étude dans une population à risque. C'est une étude de patients fumeurs. Donc tout le monde était fumeur et puis ils ont étudié chez ces fumeurs actifs ou passés, mais qui avaient au moins fumé plus de 10 ans. Ceux qui, en plus, avaient un chauffage au bois, alors qu'il y ait une insert ou un poêle, c'était pas précisé, mais c'était chauffage au bois. Est-ce que ça avait un impact sur leur fonction respiratoire? Et bien effectivement, ceux qui cumulaient tabac et la fumée de bois avaient finalement une baisse de la fonction respiratoire plus importante. Et une augmentation de l'obstruction des voies respiratoires, ce qui souvent conduit au diagnostic de bronchite chronique, d'emphysème. C'est une maladie qui peut après aboutir à l'insuffisance respiratoire. Donc, c'est des données intéressantes. Et ils avaient également étudié la prédisposition génétique qui, dans cette population, potentialisait également les effets délétères de cette exposition. Diapositive suivante. Donc là, une autre population d'études, ce n'est plus les fumeurs, mais les agriculteurs aux États-Unis. Donc dans cette population, le chauffage au bois résidentiel est assez fréquent. Et là aussi, ils ont voulu regarder les effets en santé respiratoire. Alors quand ils ont pris la population globale, finalement, ils n'avaient pas trouvé d'association entre chauffage au bois et impact sur la fonction respiratoire. Par contre, ils ont quand même montré dans toute la population que se chauffer au bois était associé à des marqueurs, des biomarqueurs d'inflammation des voies respiratoires. Qu'ils avaient utilisé là, c'était le FeNO. Voilà, ils avaient simplement montré ça. Par contre, dans cette population d'agriculteurs, parmi ceux-là, certains étaient asthmatiques, et ceux qui étaient asthmatiques, le fait d'avoir le chauffage au bois avait un impact sur leur fonction pulmonaire. Diapositive suivante. Ici, c'est peut-être des études donc récentes, peut-être méthodologiquement la plus exhaustive et la plus intéressante sur cette question du mode de chauffage dans un pays développé. Là, il s'agit donc de la population de Tasmanie. C'est une cohorte qui a débuté dans les années 70 et qui a pris en compte quasiment toute la population de Tasmanie. Et puis là, ils les avaient réévalués à plusieurs années plus tard. Et donc à ce moment-là, ils avaient 40 ou 50 ans. On avait des données sur le fait qu'ils soient asthmatiques ou pas. Ils ont été interrogés sur le fait qu'ils avaient utiliser quel mode de chauffage et de cuisson et est-ce qu'ils fumaient et tout ça, ils ont interrogé sur une période longue de plus de 10 ans. Et puis, au sein même de cette population, ils ont pu leur faire également les interroger sur le fait qu'ils ventilaient ou pas leur logement et également une analyse ADN à la recherche d'un polymorphisme, ce qu'on appelle, c'est une forme de signature qu'on connaît aujourd'hui qui prédispose à des effets délétères, plus délétères de la pollution. Donc, ils ont recherché ce polymorphisme génétique pour savoir si ceux qui présentaient ce marqueur avaient aussi des effets plus marqués de la pollution. Alors là, vous avez ici les différents modes de chauffage qu'ils ont regroupés eux-mêmes, alors chauffage et cuisson. Donc on avait voilà le chauffage au bois, tout au gaz, chauffage au bois et puis ils fumaient dans le domicile, tout électrique, bois, gaz en chauffage, puis je cuisine au gaz et puis je fume et puis je me chauffe au bois et je cuisine au gaz. En fait, on a l'impression dans les résultats, vis-à-vis de la question de la maladie asthmatique et de son incidence ainsi que de la persistance de ses symptômes en population générale, que le chauffage au bois seul
n'est pas un facteur de risque. Par contre, s'il s'associe au tabac ou à d'autres formes effectivement exposantes, comme également le gaz, eh bien, à ce moment-là, on a l'apparition de symptômes ou de la maladie. Et puis, tous ces effets étaient très modulés par le fait que les gens ventilent ou pas le logement. Hein. Donc, l'effet pouvait vraiment se négativer enfin, en tout cas, être fortement modulé du fait de la ventilation. Et puis, était potentialisé en cas de prédisposition génétique. Diapositive suivante. Là, simplement, une étude italienne qui a mesuré au domicile et compté le nombre de particules fines en fonction donc de l'utilisation d'un chauffage au bois en mode ouvert, où vous voyez une exposition très très importante en termes de particules. Quand la cheminée était fermée, on a une chute drastique de ces particules. Et puis là, un poil, on avait également une diminution. Donc c'est pas négatif, hein, mais quand même une bonne diminution de l'exposition. Diapositive suivante. Donc, au total, le chauffage au bois, c'est un chauffage de biomasse qui génère de la pollution extérieure et intérieure, qui a des effets en santé respiratoire bien montrés dans les pays en voie de développement, mais parce qu'il y a une surexposition et puis l'utilisation massive et non protégée et pour de multiples usages. Là, en ce qui concerne les pays développés, on a l'impression que finalement, c'est de multiples expositions dans le logement qui vont avoir un effet sur l'incidence d'une maladie respiratoire, ou alors en tout cas chez des gens qui présentent une maladie respiratoire, il est possible que ce mode de chauffage, quand il est à ciel ouvert, soit néfaste. Et il y a certainement un intérêt donc voilà, à la ventilation, à l'aération du domicile et à des modalités de protection pour limiter les expositions liées à ce mode de combustion. Je vous remercie pour votre attention. Un très grand merci, Lucille, pour cet exposé qui était clair. Tu dois pouvoir activer ta caméra normalement. Ah voilà, super. Te voilà, c'est impeccable. Et donc, on va devoir répondre aux questions des internautes, des questions qui ont été posées en amont. La première concerne l'asthme. C'est une question de Romain. Doit-on d'emblée déconseiller le chauffage au bois à une famille d'asthmatiques qui souhaite faire construire ou rénover une maison? C'est une bonne question. Euh, alors, à titre, je pense qu'on a pas beaucoup d'éléments. En tout cas, le chauffage au bois vraiment à ciel ouvert, qui permettrait, qui serait le principal mode de chauffage et qui serait pas un chauffage ponctuel. Je pense que vraiment, s'il n'y a pas d'insert ou de poêle, ou vraiment, ce serait à déconseiller. Il faudrait vraiment qu'il y ait une rénovation très, très, très performante. Si c'est du chauffage ponctuel, c'est moins problématique. Voilà. Après, tout dépend aussi du niveau d'asthme. Je pense que plus un patient est sévère d'un point de vue respiratoire, plus il est vraiment important et primordial, à mon sens, de limiter toute forme d'exposition, et toute combustion est source de pollution. Et donc, voilà, moi, ce serait ma position. Ok, on va peut-être en reparler tout à l'heure aussi dans les autres interventions. Effectivement, actuellement, dans les pays développés, il y a moins d'éléments permettant d'affirmer les effets sur la santé. Et la seconde question porte sur la dilatation des bronches. La dilatation des bronches est donc des bronches qui sont anormalement larges et qui favorisent des affections à répétition. Et donc, j'ai Josiane et Colette. En fait, leurs questions se rejoignent. Est-ce qu'on peut parler de l'impact du chauffage au bois sur la dilatation des bronches? Est-ce qu'on est fragilisé par un chauffage au bois quand on a une dilatation des bronches? On n'a pas d'éléments pour répondre aujourd'hui. Précisément pour cette population, je n'ai pas vu d'éléments dans la littérature à ce propos. Après, je pense que, encore une fois,
tout patient présentant une maladie respiratoire, si l'exposition n'est pas contrôlée et n'est pas limitée à son maximum, elle peut avoir une incidence sur l'exacerbation éventuellement de la maladie. Mais que ce soit pour la genèse de la dilatation des bronches ou autre, aujourd'hui, on a quand même peu d'éléments de réponse, je dirais, à distinguer de l'emphysème et de la bronchite chronique, où là, on sait, mais encore une fois, dans les pays en voie de développement, que la combustion de biomasse, et ça ne se restreint pas au bois, là, est pourvoyeuse d'emphysème et de BPCO, quoi. C'était en fait la question suivante, celle de Bertrand, qui demandait s'il y a des malades d'emphysème non fumeurs, non exposés du point de vue professionnel, et qui, du fait du chauffage au bois, développent un emphysème. Et c'est un petit peu la question que tu as abordée tout à l'heure. C'est ce qu'on peut avoir. On sait que la pollution peut exacerber des maladies respiratoires chroniques, que l'asthme, la dilatation des bronches ou la BPCO peuvent avoir des exacerbations du fait de pics de pollution. La question, c'est est-ce qu'on peut générer une maladie respiratoire uniquement du fait de la pollution, notamment du chauffage au bois? Oui, encore une fois, aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'éléments, et puis on n'a pas, voilà, l'impression que c'est le cas, en tout cas. Mais voilà, si on se met dans les pays développés, les femmes, c'est surtout des femmes qui développent des bronchites chroniques et qui ne fument pas, et qui ont effectivement avec différents, mais parce qu'elles sont massivement exposées. Au moment, elles cuisinent, elles chauffent, et puis il n'y a pas du tout de système de contrôle de cet enfumage. Donc voilà, en ce qui concerne le chauffage individuel, pour la genèse de la maladie et de la BPCO, aujourd'hui, on n'a pas la réponse, et on n'a pas d'éléments qui vont dans ce sens. Donc, ce qui était intéressant dans les études que tu as montrées, c'est les interactions de plusieurs facteurs. Oui. À la fois l'interaction avec le tabac et puis aussi l'interaction génétique. Oui. Oui, on a l'impression quand même que quand on multiplie les facteurs d'exposition, on se rapproche on favorise l'incidence de la maladie, et puis aussi de son déclin. C'est-à-dire que quand on était dans la population de fumeurs et qu'ils avaient en plus cette exposition, eh bien, la fonction respiratoire était plus basse au moment de la mesure. Donc, on peut aussi imaginer que voilà, l'incidence et la progression étant deux phénomènes un peu liés, plus on cumule d'exposition, plus on s'expose à des risques sur la santé respiratoire. Une autre question qui ne correspond pas au problème du chauffage au bois, c'est les feux de forêt. Parce qu'on a quand même pas mal subi d'exposition aux fumées en France au cours de l'été. Ça a malheureusement probablement se répéter. Est-ce qu'on a une idée des conséquences respiratoires des fumées de ces feux de forêt? Alors oui, on a quelques données en phase aiguë. Il y a eu quelques séries rapportées donc une synthèse qui rapporte que donc en phase aiguë, on a des hospitalisations, de la morbidité, parfois surtout des symptômes respiratoires rapportés dans les séries de gens qui ont été très exposés. Mais finalement, on n'a pas de données sur, bon voilà, j'ai été à un feu de forêt, j'étais à proximité d'un feu de forêt. Qu'est-ce qui va se passer pour ma santé respiratoire dans 10 ans? On n'a pas de données sur j'ai une exposition intense à un moment donné. Qu'est-ce qui m'arrive plus tard? Parce que finalement, c'est une exposition aiguë à un moment. Donc oui, chez ceux qui sont vulnérables, on va avoir des événements plus sévères. Et puis chez ceux qui sont sains, et s'ils sont exposés massivement, on a des symptômes d'irritation. Voilà. Donc ça a été décrit. Ce qu'on sait aussi, par contre, c'est chez les pompiers qui sont régulièrement exposés parfois aux feux de forêt. Et on a quelques séries où la fonction respiratoire est étudiée, et on a observé des augmentations en maladies respiratoires, mais parce que de manière professionnelle, ils sont exposés, et de même pour le World Trade Center, qui était une autre forme d'exposition massive. Alors, c'est pas le feu de forêt, mais c'est un empoussiérage. Et puis, quand même, il y avait des feux d'une certaine manière. Cette population a été aussi très bien étudiée, et on a pu observer l'incidence
anormalement élevés, de maladies respiratoires, de différents types, bronchiques, mais également interstitiels, c'est-à-dire à côté des bronches. Voilà, donc d'une manière certaine, ça a des effets. À court terme, certainement. À long terme, on n'a pas encore beaucoup d'effets, de données, mais ce serait intéressant de s'y pencher. Oui. Ok, on a encore le temps pour une question. Tu as mentionné des personnes qui sont plus vulnérables que d'autres à la pollution particulière, et notamment les sujets âgés. Et donc, ma question, c'était pourquoi les sujets âgés sont-ils plus vulnérables à la pollution particulière que les autres? Alors, d'abord, effectivement, les sujets âgés peuvent présenter des comorbidités qui vont faire que toute forme d'agression présente des maladies chroniques, c'est-à-dire voilà, cardiaques, respiratoires ou autres. Et donc, toute forme d'agression peut être plus complexe pour l'organisme d'y répondre. D'un point de vue plus biologique, de même, la pollution génère une inflammation, du stress oxydant, une forme de stress cellulaire, et donc les systèmes de réparation, de cicatrisation chez les personnes âgées parfois peut-être plus limité. Et donc, on comprend bien que chez ces sujets, la pollution va avoir un effet plus important par différents biais. Ok, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. On va passer à l'exposé suivant. Tu restes avec nous pour participer éventuellement à la discussion un peu plus loin. Tu peux couper ta caméra et ton micro. Et par contre, je demande à Madame Caroline Maé-Dekers, qui est donc chef de bureau de la qualité de l'air au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, qui va nous parler de la réglementation en vigueur et des aides qu'il est possible d'apporter aux usagers. Madame Maé-Dekers, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, effectivement, comme vous le venez de l'indiquer, moi je suis responsable du léger écho. Il y a un léger écho, je ne sais pas pourquoi. Ah. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui? Oui, on vous entend, mais il y a toujours un peu d'écho. Mais allez-y. D'accord, dans toutes mes excuses. Donc, je vais vous parler essentiellement de qualité de l'air extérieur, puisque c'est vraiment notre domaine de compétence. Et on va passer peut-être à la diapositive suivante. Donc, pour vous présenter, donc pour vous dire qu'au quotidien, nous sommes exposés aussi à l'extérieur, à la pollution en particules fines. Et donc, l'idée de cette diapositive, c'est de vous montrer sur la partie droite quelles sont les sources d'émissions de particules fines. On a au niveau national un organisme qui s'appelle le CITEPA, qui est en charge d'avoir la visibilité sur l'ensemble des émissions, tous secteurs confondus, pour tout type de polluants au niveau national, au niveau français. Et donc, on observe que la part des émissions liées au chauffage au bois, donc ce qui est indiqué dans le domaine résidentiel tertiaire, est vraiment très significative, à la fois pour les émissions liées aux particules PM10, donc de taille 10 micromètres, et puis aux particules PM2,5, où la proportion est encore plus significative, puisqu'on atteint, puisque le chauffage au bois représente plus de la moitié des émissions nationales de particules fines. On a vu précédemment, je ne reviendrai pas, l'enjeu sanitaire de l'exposition aux particules fines. Simplement, pour vous donner aussi un élément complémentaire par rapport à ce que indiqué le professeur Lucie Cézé. En fait, on a une étude qui a été réalisée par Santé publique France qui indique qu'on a à peu près 40 000 décès prématurés par an qui sont liés aux particules fines PM2,5 en France. Si on passe à la diapositive suivante, donc évidemment, pour travailler sur la réduction des émissions de particules fines, on s'est fixé un certain nombre d'objectifs. Des objectifs qui sont fixés au niveau européen, on a en particulier la directive européenne de 2016 qui fixe des objectifs de réduction des émissions de polluants qui sont à respecter. En particulier pour les particules, un objectif de réduction des émissions de moins 57% en 2030 par rapport à 2005. Au niveau national, ces objectifs européens sont bien évidemment repris, mais ils sont également complétés par des dispositifs tels que celui de la loi Climat et Résilience, qui a été adopté en 2021,
qui va plus loin, notamment en fixant un objectif de réduction de 50% des émissions de particules fines en 2030 par rapport à l'année 2020, dans tous les territoires qui sont en fait les plus exposés, soit ceux qui dépassent des valeurs limites réglementaires, soit les agglomérations les plus importantes, donc les agglomérations de plus de 250 000 habitants, qui sont les plus densément peuplées et qui nécessitent une attention particulière. Si on passe à la diapositive suivante, donc pour répondre à ces objectifs, on peut jouer sur différents facteurs. Les différents facteurs qui influencent l'émission des particules fines sont essentiellement liés à une mauvaise combustion en fait, du bois lors de l'utilisation. Donc, on peut jouer sur à la fois la performance de l'appareil en essayant d'aller sur des appareils qui sont plus performants. Donc, à titre d'exemple, un foyer ouvert émet beaucoup plus et beaucoup moins efficace aussi d'un point de vue énergétique qu'un appareil à foyer fermé, granulé, etc., qui va avoir des performances significativement plus élevées. On peut jouer également sur la qualité du combustible, notamment en utilisant un bois qui va être particulièrement sec et qui donc va avoir une meilleure combustion et émettre moins. On peut jouer également sur les pratiques d'utilisation pour favoriser notamment des allumages du foyer par l'eau. Et également, on peut jouer sur les pratiques d'entretien d'appareils, donc pour entretenir régulièrement son appareil, s'assurer qu'il est le plus performant possible. Donc, pour jouer sur ces différents facteurs, un plan d'action national a été adopté par le gouvernement en juillet 2021. Il a pour principaux objectifs d'accélérer le renouvellement des vieux appareils au chauffage au bois, de développer également l'utilisation de combustibles de qualité et bien évidemment de diffuser des bonnes pratiques d'utilisation pour que tout le monde puisse s'approprier ces bonnes pratiques. Si on passe à la diapositive suivante. En passant à la diapositive suivante, est-ce qu'il y a quelqu'un avec vous dans la pièce qui utilise un haut-parleur qui vous écoute? Pas du tout. J'essayais de comprendre pourquoi ça faisait ce bruit. Écoutez, on continue comme ça alors. On a donc pour décliner un petit peu et vous expliquer un petit peu plus ce qu'il y a derrière ce plan d'action chauffage au bois, ce plan d'action national. Donc on a un volet qui va viser à sensibiliser le grand public, notamment en menant une campagne de communication annuelle. On vous en parlera, l'ADEME vous en parlera tout à l'heure. Campagne de communication qui a été menée sur l'hiver dernier et qui va être de nouveau reproduite l'hiver prochain. On améliore également l'information du public lors des opérations de ramonage et lors des opérations d'entretien pour favoriser une bonne connaissance de ces différents facteurs et améliorer chez tous les utilisateurs les pratiques. On a un deuxième axe qui vise à améliorer les connaissances sur l'impact sanitaire des particules issues de la combustion du bois, avec en particulier une saisine de l'ANSES. On disait tout à l'heure, justement, on a encore des connaissances à compléter sur le sujet, à la fois sur les émissions dans l'air intérieur et dans l'air extérieur. Et donc, l'idée, c'est justement d'aller plus loin et d'approfondir ces connaissances, de les documenter. Un troisième axe de ce plan concerne la promotion d'un combustible de qualité. On a 2 textes qui ont été pris récemment à ce sujet, en mars 2022, pour, d'une part, promouvoir l'utilisation d'un combustible de qualité, donc en particulier un bois sec, et d'autre part, pour que, lors de la vente, les consommateurs soient informés des bonnes utilisations, des bonnes pratiques, de comment on stocke correctement son bois, etc., pour favoriser ces bonnes pratiques. Si on passe à la diapositive suivante, comme je disais tout à l'heure, on a l'objectif d'aller plus loin sur les zones plus sensibles, en particulier les zones qui sont couvertes par un plan de protection de l'atmosphère, où le préfet, au niveau local, peut prendre des mesures qui sont adaptées à son territoire pour favoriser, par exemple, de façon plus poussée les renouvellements d'appareils sur son territoire, accentuer l'utilisation d'un combustible de qualité et donc aller plus loin en la matière.
On renforce également et on simplifie les dispositifs d'accompagnement, en particulier les aides, j'y reviendrai tout à l'heure, pour accélérer le renouvellement des appareils de chauffage au bois et donc quitter les vieux appareils qui sont les moins performants pour aller vers des appareils qui sont aujourd'hui bien plus performants et moins émetteurs. Et à ce sujet, donc au-delà des réflexions sur les aides, j'y reviendrai, on a également la volonté d'adapter le label Flamme Verte pour tenir compte de l'interdiction au niveau européen de la vente d'appareils les moins performants. C'est la directive éco-conception qui l'impose depuis le 1er janvier 2022 et évidemment rechercher des performances plus importantes et offrir aux consommateurs la possibilité d'avoir de la visibilité sur la qualité de l'appareil qu'il achète. Si on passe à la diapositive suivante. Suivante de nouveau. Voilà. Donc, je voulais simplement revenir sur les différentes aides. À la fois donc, pour les ménages, on a plusieurs dispositifs d'aide au renouvellement des appareils qui sont déployés au niveau national et au niveau local. Au niveau national, on a un dispositif qui s'appelle MaPrimeRénov', qui propose une aide pour le renouvellement de son appareil vers des appareils performants. Cette aide est modulée selon le revenu des ménages. Et vous pouvez voir, donc, pour un ménage à faible revenu, l'aide peut aller jusqu'à peu près 11 000 € pour une chaudière à granulés ou 2 500 € pour un poêle à bûche. Donc, ça permet d'aider les ménages à aller vers des appareils plus performants. On a un autre dispositif également qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie, qui est accessible pour l'ensemble des ménages, avec un dispositif coupe de chauffage pour les ménages qui sont à faible revenu, là aussi pour les aider à acquérir certains équipements. Les deux dispositifs, MaPrimeRénov' et certificats d'économie d'énergie, étant cumulables. Au niveau local, sur les zones les plus sensibles, les plus polluées, un travail a été conduit avec l'ADEME et les collectivités locales pour permettre de renforcer ces aides par le biais de dispositifs qu'on appelle les fonds air-bois. On a aujourd'hui une quinzaine de territoires qui offrent ce dispositif et qui, là aussi, donc, permettent d'accompagner le renouvellement du parc d'appareils de chauffage et la mise au rebut de l'ancien appareil si c'est nécessaire. On a également, à la diapositive suivante, des aides qui sont disponibles pour les collectivités, pour accompagner les collectivités pour le renouvellement des appareils, avec notamment les aides de l'ADEME, le fonds chaleur de l'ADEME pour permettre l'accès aux réseaux de chaleur. Et également, dans le cadre du grand plan d'investissement, on a un ensemble d'outils de financement de la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités territoriales qui a été mis en place par l'État. Ce dispositif constitue un budget de 3 milliards d'euros. Il peut permettre donc des prêts ou des investissements en fonds propres qui vont être destinés à financer des travaux de rénovation énergétique pour les collectivités. Et on a aussi la possibilité d'utiliser des certificats d'économie d'énergie pour financer la rénovation des bâtiments ou améliorer la performance énergétique d'un bâtiment. On a également des aides à l'ingénierie qui sont cotées. Je vous ai mis à chaque fois donc, les différentes références de ces différents dispositifs qui vous permettent d'accéder à plus d'informations si vous le souhaitez. Et enfin, donc, sur cette dernière diapositive, quelques liens utiles pour approfondir si vous le souhaitez certains des points que je viens d'évoquer, mais je suis à votre disposition pour en discuter, bien entendu. Un très grand merci pour cet exposé qui nous montre bien l'implication en fait de l'État dans le développement en fait de ce type d'énergie. Une des questions que les participants peuvent se poser peut-être, c'est de savoir si le bois n'est pas une énergie fossile. Ça, on est tout à fait d'accord sur le sujet, mais est-ce que c'est vraiment une énergie renouvelable? Parce qu'on a l'impression que les forêts ne sont pas inépuisables. Tout à fait, vous avez raison. Donc, c'est vrai que le bois est considéré comme une source d'énergie renouvelable, bien évidemment, si la forêt est gérée de façon durable, en conciliant à la fois ses dimensions économiques, environnementales et sociales. Donc voilà, c'est très important de regarder évidemment les choses dans la globalité. On peut également noter que l'utilisation du bois comme énergie renouvelable contribue aussi quelque part à l'entretien des forêts.
Elle valorise les voies d'élagage et de rebut et crée aussi, bien sûr, de l'emploi local. D'accord. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, dans une de vos premières diapositives, vous avez montré la source, les différentes sources de particules de pollution. Et donc, comment on peut arriver à savoir quelle est la pollution particulière qui est liée à la combustion du bois ou qui est liée à d'autres sources de particules, notamment les moteurs thermiques, par exemple? Tout à fait. Alors, je dirais qu'on a deux dispositifs. Un dispositif qui est à l'échelle nationale, qui est piloté par le CITEPA, l'organisme dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est une association qui est en charge de réaliser les inventaires d'émissions de polluants et de gaz à effet de serre au niveau national. Le CITEPA calcule en fait ces inventaires et pour ce qui concerne donc, les particules fines, il va regarder, il va s'appuyer sur les estimations de quantité de bois en fait, qui sont consommées au niveau national. Et à ces quantités de bois qui sont consommées au niveau national, il va appliquer un facteur d'émission pour le chauffage au bois. Et tout cela va nous permettre d'obtenir en fait, une estimation des émissions nationales de chauffage au bois. Donc ça, c'est le premier volet, je dirais, à l'échelle nationale. Et ensuite, donc toutes ces méthodologies, bien sûr, ce sont des méthodologies qui sont élaborées au niveau international et qui sont communes, je dirais, entre l'ensemble des pays. Ensuite, plus localement, on peut aussi avoir des évaluations qui sont plus fines, notamment parce qu'on a la possibilité de caractériser d'un point de vue chimique la composition des particules fines qui sont mesurées dans l'air ambiant, et on peut identifier celles qui sont issues de la combustion de biomasse et les distinguer par exemple par rapport aux émissions de particules qui vont être liées au transport routier. Donc ça, on sait le faire. On a notamment un dispositif de surveillance qui a été déployé ces dernières années, qui est piloté par le laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air. Depuis 2008, on a mis en place un dispositif qui s'appelle le dispositif CARA, qui donc, concerne la caractérisation chimique des particules et qui nous permet donc de faire ce travail-là, de regarder la composition chimique des particules et de pouvoir en distinguer ce qui relève de la biomasse de ce qui relève, par exemple, d'autres sources type transport routier. D'accord, comme ça on peut savoir quelle est l'efficacité éventuellement des mesures qui sont prises pour réduire en fait la pollution liée au chauffage au bois. Vous avez aussi présenté les différentes démarches d'aide auprès des ménages ou des collectivités. Et est-ce que quand on est un particulier et qu'on veut s'équiper d'un chauffage au bois, est-ce que c'est celui qui va installer le chauffage qui va s'occuper, comme c'est le cas pour les panneaux photovoltaïques, est-ce qu'il va s'occuper de toutes les démarches administratives qui entourent de façon à pouvoir bénéficier des aides de l'État? Alors, je vais vous faire une réponse oui et non, dans le sens où on a effectivement certains installateurs qui vont pouvoir accompagner les particuliers dans la réalisation des démarches, notamment pour ce qui concerne MaPrimeRénov'. Pour cela, en fait, il faut que ces installateurs soient désignés comme des mandataires et qu'ils soient enregistrés auprès de l'ANA, qui est l'Agence nationale pour l'habitat. On a un certain nombre d'organismes publics qui peuvent être également mandataires, et notamment des collectivités territoriales. Donc ça, c'est la réponse positive. Oui, c'est possible. Mais en revanche, tous les installateurs ne sont pas mandataires et enregistrent en tant que tels. Donc dans ces cas-là, c'est bien en particulier de faire les démarches, mais il peut être accompagné pour faire ces démarches. Notamment, on a des conseillers France Rénov' qui peuvent orienter les particuliers sur les aides qui sont disponibles, et également les accompagner pour expliquer tout le dispositif jusqu'à la constitution du dossier d'aide. La demande d'aide ensuite est réalisée en ligne. D'accord, donc France Rénov', c'est le lien que vous avez d'ailleurs donné à la fin de la présentation. C'est un élément extrêmement important si on veut aller dans ce sens-là. Lucille, tu voulais dire quelque chose peut-être? Oui, j'avais une question. Est-ce que vous avez une idée du nombre de foyers ou il n'y a peut-être pas que les foyers d'ailleurs qui se chauffent au bois en France, ça représente, vous avez une idée? Alors là, je n'aurais pas l'ordre de grandeur à vous donner, mais je pourrais le rechercher effectivement et vous le transmettre. D'accord. Merci. Ok, merci. Si vous voulez. Oui. Oui. Qui peut donner la réponse?
C'est environ 7 millions de foyers qui se chauffent au bois en France. D'accord. Et c'est, j'imagine, en plus prédominant en zone rurale, ou finalement, c'est pas... 50% à peu près. D'accord. Je pense que c'est à peu près 50% en chauffage principal en zone rurale et 35% en appoint, plutôt en zone urbaine. D'accord. Merci beaucoup. Ok, merci pour ces réponses. Il y avait une autre question que je voulais vous poser, c'était une diapositive qui fixe les objectifs européens et nationaux. Et dans les objectifs nationaux, autant que je me souvienne, c'était moins 50% d'émissions de particules d'ici 2030, c'est ça? Et donc, c'est un objectif, je dirais, ambitieux. Est-ce qu'il vous paraît réaliste? Oui. Alors, en fait, on a deux objectifs. On a un objectif, effectivement, au niveau national de moins 57% en 2020. Celui-là, des projections par rapport à 2005. Et donc, ça, des projections nous montrent qu'on est parti, on est bien parti pour les atteindre. Pardon, je parlais de 2030. Et on a des objectifs qui sont renforcés sur certains territoires, je dirais plus en difficulté ou plus sensibles, qui visent effectivement à aller à un objectif de moins 50% en 2030 par rapport à 2020. Donc là effectivement, on a un pas supplémentaire à franchir. Alors, je dirais que c'est un objectif qui est nécessaire. Il est vraiment nécessaire parce que ce sont des territoires sur lesquels on a des concentrations qui sont plus importantes en particules et donc on a besoin de mener des actions fortes. Et je rappelle, enfin, je ne l'ai pas indiqué, mais on a l'Organisation mondiale de la santé qui a publié des directrices qui abaissent encore significativement les niveaux de particules fines qui devraient être atteints pour garantir nos objectifs en matière de santé. Et donc, évidemment, ces objectifs doivent nous permettre aussi de pouvoir aller tendre le plus vite possible, le plus près possible du coup de ces objectifs de l'Organisation mondiale de la santé. C'est un enjeu majeur de point de vue sanitaire. Ça, exactement, un enjeu majeur d'un point de vue sanitaire. On déploie de nombreuses actions pour y parvenir. Et justement, comme je le disais tout à l'heure, on a un plan national d'action sur le chauffage au bois domestique qui vise justement à nous permettre d'atteindre ces objectifs. Merci beaucoup, Madame Madekers, de nous avoir éclairé sur le sujet, répondu aux questions. Je vous laisse déconnecter la caméra et je passe la parole à Madame Auge-Vambourg, qui est donc ingénieure au service qualité de l'ADEME, qualité de l'air, pardon, qualité de l'air à l'ADEME. L'ADEME, c'est un acronyme pour Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et donc, vous allez nous présenter un dispositif d'information des publics qui a été mis en place par l'ADEME sur le chauffage au bois. On va apprendre quelle est la bûche idéale, si j'ai bien compris. À vous la parole. Oui, c'est ça. Donc, je vous remercie. On peut effectivement passer directement sur la slide suivante. Alors, pourquoi communiquer sur le chauffage domestique au bois? Eh bien, en fait, comme ça a déjà été dit, si la combustion n'est pas réalisée dans de bonnes conditions, eh bien, on a plusieurs facteurs qui sont déclenchés. En fait, on va avoir une surconsommation de combustible, donc une consommation de combustible plus importante. La combustion va provoquer des fortes émissions de polluants dans l'air extérieur et notamment des particules fines, PM2,5, dont on a déjà parlé, qui sont nocives pour la santé. Et enfin, le confort de chauffe va être dégradé et la chaleur transmise dans le logement sera moins importante. Donc, tous les facteurs vont dans le même sens. Il faut une bonne combustion. Donc, une bonne combustion, c'est à la fois des économies de combustible, une baisse de la pollution et plus de confort dans le logement. Alors, comment faire? Alors, si on veut bien passer à la slide suivante, merci. Donc, on a élaboré à l'ADEME des différents guides et donc ils viennent tout juste de ressortir. Donc, on a fait des nouvelles versions. Donc, je vous ai mis le lien vers ce premier guide
Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a 4 leviers pour arriver à optimiser la combustion du bois. Et donc, le premier levier, c'est d'avoir un bon appareil bien dimensionné et bien installé. Donc, grâce à ce guide, vous allez avoir en fait vraiment les points importants pour bien choisir un appareil de chauffage au bois. Quel appareil choisir? Donc, un serre, foyer fermé, chaudière, poêle à granulés, enfin voilà. Donc, le label Flamme Verte dont on a déjà parlé tout à l'heure. Et puis, enfin, donc, un bon dimensionnement de l'appareil, où est-ce qu'il faut placer son poêle, et puis des éléments sur le budget à prévoir en fonction de ses besoins et du poêle qu'on souhaite installer. Enfin, de l'appareil, pardon, qu'on souhaite installer. Donc ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, donc c'est un autre guide. Donc là, c'est comment bien utiliser son chauffage au bois, comment bien se chauffer au bois. Et donc, deuxième levier, le combustible. Donc là, on voit que c'est important d'avoir un bon combustible. Donc, comment il y a je vous ai mis juste des extraits du guide, comment reconnaître une bûche parfaite, comme vous le disiez. Où est-ce qu'il faut stocker son bois pour qu'il reste à l'abri de l'humidité. Voilà, pour le bois bûche ainsi que pour les granulés, il existe des labels qui sont rappelés ici, qui assurent un combustible de qualité, et puis des petits trucs, j'allais dire, pour encore perfectionner ce bois. C'est par exemple de rentrer ses bûches 24 à 48 heures à l'intérieur du domicile avant de les brûler pour qu'ils soient vraiment bien secs. Voilà. Donc, si on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Donc, on a le troisième levier, c'est de bien utiliser son appareil. Donc, une fois qu'on a un appareil performant, on a du combustible sec, c'est important de bien utiliser son appareil, et notamment à l'allumage, de procéder à ce qu'on appelle l'allumage par le haut, en fait. Donc, c'est pas culturellement en France, c'est pas très répandu, mais par exemple au Canada, ça l'est beaucoup plus. Donc, vous mettez vos grosses bûches en premier, ensuite des autres bûches un peu plus petites au-dessus, et puis dessus du bois d'allumage et un allume-feu sans produits pétroliers, bien sûr. Et donc, vous ouvrez les arrivées d'air de votre poêle. Avant d'ouvrir les arrivées d'air, évidemment, vous allumez une allumette pour mettre le feu. Et donc, ensuite, le feu va se propager beaucoup plus lentement, va réchauffer le foyer. Et ce mode d'allumage est beaucoup moins émissif et donc beaucoup moins polluant pour l'air extérieur. Si on peut passer à la slide suivante. Donc, toujours dans une bonne utilisation, c'est de bien gérer les entrées d'air. J'ai dit tout à l'heure, donc à l'allumage, on ouvre les entrées d'air, et puis au bout d'un moment, il faut les refermer petit à petit. Donc, c'est bien important de bien respecter les notices fournies par les fabricants. Et puis, on peut aussi avoir des signaux qui vont nous aider, comme un mauvais tirage. Quand on voit un mauvais tirage, par exemple, le bois brûle mal, et puis il y a une épaisse fumée qui se dégage dans le foyer et qui noircit la vitre. Voilà, merci. Et donc, le quatrième levier, c'est le fait de bien entretenir son installation. Donc, il y a un entretien régulier qui est à faire soi-même, et puis un entretien annuel qui est à confier à un professionnel qualifié, donc l'entretien de l'appareil, et puis le ramonage 1 à 2 fois par an en fonction de l'utilisation qu'on fait de son appareil. Voilà. Donc, ça, c'était les 2 premiers guides. Et puis, on a un guide donc, qui a été élaboré, qui est le document de référence en fait, pour accompagner le décret sur le combustible, qui est le décret qui est inscrit ici, qui est en vigueur depuis le 1er septembre 2022, et qui est relatif aux informations générales données par les distributeurs de combustible, donc les gens qui vont vous vendre du bois, que ce soit des bûches ou des granulés, et qui sont, voilà. C'est une infographie en format A4 recto verso, donc je vous ai remis le lien ici de cette infographie. Si on peut aller sur la slide suivante, on la verra un petit peu mieux. Donc, on a notamment des conseils sur le stockage du bois, voilà,
le stockage du bois, que ce soit les bûches ou les granulés. Si on peut aller à la slide suivante, s'il vous plaît. Et puis, donc, à nouveau, des explications sur comment allumer par le haut et pourquoi allumer par le haut. Et enfin, les points essentiels aussi à ne pas oublier, comme de bien respecter les instructions de la notice de l'appareil, de bien entretenir son installation, de veiller au ramonage de la cheminée et de remplacer son vieil appareil de chauffage ou sa cheminée ouverte par un appareil performant. Donc ça, c'est vraiment les rappels de toutes les consignes qu'on a pu donner jusque-là. Et puis, donc, pour aller plus loin, donc on renvoie vers les documents que je viens de présenter juste avant. Si on peut aller à la slide après, voilà. Donc, et on a aussi sur le site de l'ADEME 2 liens. Donc, une première page sur le vrai-faux du chauffage au bois, donc avec un certain nombre d'affirmations qui sont vraies ou fausses et des explications qui vous explique pourquoi c'est vrai ou pourquoi c'est faux derrière. Et ensuite, donc une autre page, la page slide suivante, qui s'appelle « Bien se chauffer au bois pour moins polluer », avec là encore des explications sur pourquoi, par exemple, une cheminée ouverte n'est pas un bon moyen de se chauffer. Eh ben, par exemple, une cheminée ouverte a un rendement d'environ 10 à 15%, pour vous donner une idée, alors qu'un poêle récent performant labellisé flamme verte 7 étoiles ou équivalent, c'est plus 7 étoiles maintenant, pardon, labellisé flamme verte ou équivalent, il aura un rendement pour les bûches, c'est environ 85%, entre 85 et 90%, et pour les poêles à granulés, c'est même plus de 90%. Donc vous voyez qu'il n'y a pas à se poser la question en termes de rendement. Et pour les émissions de particules fines, un poêle performant, il émet jusqu'à 10 fois moins de particules fines qu'un vieux poêle. Voilà, quand il est bien utilisé, bien sûr. Voilà, et en cours de préparation, donc ça a été évoqué déjà tout à l'heure, une campagne nationale de communication pour sensibiliser aux bons gestes et donc pour optimiser l'utilisation d'un appareil de chauffage domestique au bois et minimiser son impact sur la qualité de l'air. Voilà, et cette campagne va démarrer cet hiver. Un grand merci pour cette présentation. Si je comprends bien, quand même, se chauffer avec un foyer ouvert n'est pas franchement recommandé. Ben, non, ce n'est pas franchement recommandé parce que ce n'est pas vraiment un mode de chauffage. En fait, ce n'est pas du tout un mode de chauffage performant. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, je vous ai cité les rendements. Oui, c'est impressionnant. Ouais. Ouais. Tout à fait impressionnant. Alors, évidemment, c'est une révolution culturelle. Je ne sais pas combien de participants à cette réunion allument leur feu par le haut, mais moi, personnellement, je n'avais pas du tout appris ça dans ma jeunesse. Et donc, je vais tester cette solution, mais manifestement, c'est comme ça qu'il faut faire. Bah, c'est beaucoup moins émissif. C'est économique aussi en combustible. Donc, voilà, je dirais que ça n'a que des avantages. Et moi, je vous invite à essayer. Ouais. L'essayer, c'est l'adopter. D'accord, je vous dirai. Et donc, notre question, c'était est-ce qu'on peut mettre des filtres en fait, qui pourraient retenir les particules et qui ne soient pas, donc pour éviter qu'elles ne soient émises dans l'atmosphère, est-ce qu'il est possible de mettre un filtre? Et mettre un filtre, forcément, c'est l'entretenir, c'est le maintenir, et donc avec des difficultés. Mais est-ce que ça existe comme solution? Alors, il existe ce qu'on appelle des technologies d'abattement des fumées. Hein, ça peut être des filtres, des électrofiltres. Enfin bon, il y a différents types de technologies. Et elles existent pour les installations industrielles et les chaufferies collectives. Mais en fait, elles ne sont pas adaptées aux appareils domestiques pour différentes raisons. D'abord parce qu'elles sont très chères. C'est des technologies qui sont très chères, donc qui augmenteraient très significativement le prix des appareils. Ça pourrait, par exemple, doubler le prix d'un poêle à bois. Donc, voilà. Et en plus, c'est effectivement, comme vous le disiez, très contraignant en termes d'entretien. Donc, pour les chaufferies, il y a des agents de maintenance, il y a un entretien qui est fait régulièrement. Voilà, mais ça s'encrasse très vite, ce type de système. Donc, en fait, ça ne serait pas efficace. C'est pas efficace quand c'est pas bien entretenu. Donc, voilà, en fait, c'est pas adapté, quoi. Et en plus, c'est pas efficace sur tous les types de polluants. Donc, voilà. Donc non, pour les particuliers, c'est pas une option en fait. C'est ça, je comprends. Bah, à l'instant T, non. Après, il y a des travaux de R&D qui essayent de mettre au point des appareils qui vont être encore plus performants et qui peut-être pourront utiliser ce type de technologie.
Mais pour l'instant, ce n'est pas adapté aux appareils individuels. Un des lieux en France qui est un peu emblématique sur la pollution par le chauffage au bois, c'est la vallée de l'Arve. Il y a eu beaucoup de discussions il y a plusieurs années, et donc il y a eu beaucoup de promotions par les municipalités en fait, de solutions, justement la flamme verte que vous évoquiez. Est-ce qu'il y a eu un effet sur la pollution, c'est-à-dire sur ce qu'on a pu mesurer dans l'air ambiant, et est-ce qu'on a des infos sur éventuellement la santé des habitants? Est-ce que ça s'est amélioré ou pas? Alors, donc, le dispositif qui a été mis en place en Vallée de l'Arve depuis 2013, donc ça fait un petit moment maintenant. Donc, c'est un dispositif fonds Airbois, hein, donc on en a parlé déjà tout à l'heure. Donc, c'est vraiment ce type de dispositif qui a été mis en place. Donc, qui consiste en remplacement des appareils anciens, donc renouvellement du parc d'appareils, hein, et ce dispositif s'accompagne, comme les autres fonds Airbois, aussi de campagnes de communication sur les bonnes pratiques. Donc là, le dispositif mis en place en Vallée de l'Arve, donc j'ai les chiffres fin 2021, il y avait 5130 appareils qui avaient été remplacés. Voilà. Donc là, ça fait 1 an. Mes chiffres sont un peu vieux, je m'en excuse. Donc, on doit être peut-être autour de 6 000 appareils maintenant, donc c'est quand même pas mal sur un parc de 11 000 appareils. Voilà, et donc pour répondre, les résultats sur la pollution de l'air, alors c'est pas si facile que ça à mesurer. Donc, il y a un projet de recherche qui a permis d'évaluer l'impact du dispositif fonds Airbois sur la qualité de l'air en Vallée de l'Arve. Donc, c'est un projet qui s'est déroulé sur 6 hivers entre 2013 et 2018. Et donc, qui concerne, à l'époque, c'était le remplacement de 3250 appareils, hein, c'était les chiffres de 2018. Et donc, le projet, il a nécessité une instrumentalisation assez lourde en termes d'appareils de mesure des particules et de mesure de capteurs de température pour analyser la stabilité des couches basses de l'atmosphère. Donc, c'était quand même assez compliqué. Et parce qu'en effet, la concentration en polluants, elle est mesurée grâce à des appareils de mesure et elle dépend, cette concentration, des conditions météorologiques, donc de pression et de température. Donc, pour comparer ce qui est comparable, il est nécessaire de prendre en compte ce facteur météorologique. Sinon, ce facteur est susceptible de masquer en fait, les évolutions réelles des changements qui sont liés à la source combustion de biomasse, puisqu'on peut différencier cette source des autres, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. Et donc, c'est des problématiques qui sont quand même assez complexes. Et ce projet, donc, il a permis de montrer que les concentrations moyennes en PM10, donc là, on ne parlait pas des PM2,5, on parlait des PM10, donc les particules inférieures à 10 micromètres. Donc, ces concentrations liées à la combustion de la biomasse, elles ont diminué en moyenne de 20% sur les sites qui ont été mesurés en Vallée de l'Arve. C'était sur trois sites, en fait. Et elles ont montré en fait ce qui était encore plus compliqué, que ces baisses étaient en cohérence avec le remplacement des appareils remplacés dans le cadre du fonds Airbois. Donc on a pu montrer en fait l'efficacité du dispositif sur la qualité de l'air, mais c'est quand même assez complexe comme projet, comme vous pouvez le voir. Je comprends bien sur les mesures de la pollution. Puis je vais rajouter la question sur les aspects sanitaires, et c'est sûr que c'est peut-être encore plus compliqué que de mesurer la pollution. Voilà. Donc, mais in fine, c'est quand même ça qui nous intéresse, ce sont les effets sanitaires de la pollution liée au chauffage au bois. Lucille a rallumé sa caméra, donc elle a peut-être une question à poser. Non, je m'attendais à ce qu'on me pose une question sur le côté sanitaire, sur cette population justement qui avait déjà eu à l'avance cette action, comme vous l'évoquiez, mais je n'avais pas de commentaire à ce sujet, je n'avais pas vu de littérature à ce propos. Non, le côté sanitaire, voilà. C'est difficile parce qu'il y a des gens qui déménagent. On a vu ça dans différentes études sur la pollution. Il y a tous les aspects complexité en fait du système avec la météo. Enfin. Oui, et puis il y a ça. Et puis bon, c'est quand même difficile. Enfin, je pense que ça a été déjà souligné auparavant. La pollution, elle est quand même multifactorielle. Donc, c'est difficile de savoir si les maladies, elles sont liées spécifiquement à des molécules, des particules, pardon, qui sont liées à la combustion de la biomasse. Là, ça devient quand même très compliqué. Déjà. C'est compliqué, mais il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Et c'est difficile. Et donc, de toute façon, on peut seulement se dire que si on baisse la pollution,
a priori, ça ne peut avoir qu'un impact positif sur la santé, je pense. On est d'accord. Et donc, sur la pollution domestique par le chauffage au bois, il y a encore des incertitudes sur sa réalité pour ce qui est des pays développés. Et donc, vous avez, je crois, sollicité en fait l'ADEME sur ce sujet, non? Il y a eu non, l'ADEME n'est pas une agence sanitaire, donc nous, on ne travaille pas là-dessus. C'est l'ANSES, c'est ce que l'ANSES, pardon, Caroline excusez-moi. tout à l'heure. C'est l'ANSES qui a été questionné, en fait, qui va mettre en place des comités d'experts pour pouvoir tenter de répondre à cette question. Mais c'est une question qui est très complexe également. Oui, bien sûr. Une autre question, est-ce que le bois traité peut être utilisé pour se chauffer? Je pense en particulier aux traverses de chemin de fer, qui sont des choses qui sont vues à un moment donné. Oui. Non. Entre autres. Alors, la réponse est assez simple, c'est non. Oui. Le bois traité ne doit pas être utilisé dans un appareil domestique. C'est pas fait pour. Les bois traités contiennent des produits chimiques. Donc, la combustion de ce type de combustible dégage des polluants dangereux encore plus que la combustion du bois, bien sûr. Voilà. Et les appareils domestiques ne sont pas faits pour brûler ce type de combustible. Donc on s'expose à des polluants encore de façon encore plus importante en fait en faisant ça. D'autres types de polluants qui peuvent être encore bien plus dangereux, oui. Absolument. Et donc une autre question était de savoir s'il y avait certaines essences de bois qui poussent en Europe qui sont plus délétères que d'autres pour les poumons ou qui sont plus intéressantes pour la combustion. Alors je ne vais pas répondre sur le côté purement sanitaire parce que là, je ne sais pas. Par contre, je peux répondre sur les émissions de particules fines liées à la combustion de différentes essences de bois. Donc, dans un appareil à bûche, il est préférable de brûler des feuillus durs, donc comme du chêne, du hêtre, du charme. Mais ce n'est pas quand même le facteur principal. Ce qui est vraiment important, comme je l'ai pu le dire tout à l'heure, c'est l'humidité du bois, enfin en l'occurrence sa non-humidité, donc sa sécheresse, on peut dire. Et pour brûler donc dans de bonnes conditions et émettre peu de polluants, le bois doit vraiment être bien sec. Donc il est important de bien le stocker et de l'utiliser une fois qu'il est sec, donc de le laisser sécher pendant au moins 18 mois avant de l'utiliser si on le coupe soi-même. Et sinon, il faut faire confiance donc à son revendeur qui va vous dire si vous pouvez l'utiliser tout de suite ou s'il faut le stocker encore avant de l'utiliser. Voilà. Tout ça, c'est bien. C'est l'occasion de rappeler encore le guide que vous avez publié et qui détaille en fait tout ça. Tout à fait. Lucille, tu voulais dire quelque chose? Oui, peut-être un petit commentaire sur la nature du bois. On sait simplement qu'il y a certains bois qui sont siliceux, comme le teck ou certains bois exotiques. Et donc, quand ils sont sciés, ils émettent de la silice et également à la combustion. Et on sait que la silice est une particule en pneumologie, dans les maladies respiratoires, qui a un effet. Alors, on ne peut pas émettre de recommandations là, mais en tout cas, il y a certains bois qui sont associés à des particules dont la nature est connue pour donner des effets en maladie respiratoire. Donc voilà, je sais pas, c'est pas les bois que vous avez évoqués notamment, mais je crois que à ma connaissance, ce ne sont pas des bois qui sont utilisés en France pour le ça dans la combustion, ouais, tout à fait. Je sais pas, en France, il n'y a pas beaucoup de teck qui poussent, sauf erreur de ma part, et le bois, théoriquement, c'est une énergie qui est locale, donc non. Les principales essences qui sont brûlées en France, je les ai données tout à l'heure, c'est du chêne, du hêtre, du charme, voilà. Pas tellement de risque de silicose avec ce type de bois. Non, je pense pas. Non, mais c'était une information intéressante de savoir que certains bois. En fait, on a des cas de fibrose pulmonaire chez des gens qui travaillent dans le bois. Et la source de l'exposition, elle est, enfin, une des hypothèses aussi, c'est qu'il y ait de la silice dans le bois, en fait, finalement. Donc, mais là, on ne parle pas des poussières de combustion, si je ne m'abuse. On parle plus des poussières qui sont liées au sillage, absolument. Oui, donc c'est assez différent. Je pense que ce n'est pas du tout les mêmes types de particules, en fait.
Oui, après, voilà. Et la nature du bois peut émettre quand même, certainement en partie, mais là, ce dont je parle, c'est effectivement de la découpe, principalement. Oui. J'avais encore une question, et en fait, qui n'est pas uniquement pour le chauffage au bois, c'est quel est le risque d'intoxication au CO et comment le prévenir? Alors, les risques d'intoxication au CO, le CO, c'est un gaz mortel, donc ça, c'est voilà. Et les risques des émissions, enfin les risques liés aux émissions de CO, c'est pour le coup, c'est à l'intérieur du logement. J'ai pas tellement connaissance que ça existe dans le cas du chauffage au bois. J'ai pas d'études à ce niveau-là, mais j'en ai jamais trop entendu parler. En tout cas, s'il peut y avoir un risque qui sont liés à l'utilisation d'appareils défectueux, donc c'est pour ça qu'il est important de bien faire entretenir son appareil. Mais encore une fois, j'ai plutôt entendu parler de ce type de risque Au avec gaz. d'autres combustibles que du bois. Mais bon, voilà. Et le gaz notamment. Donc, j'ai fait le tour des questions dont je disposais. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? Je ne vois pas de questions vraiment. Et donc, je vais donc vous remercier tous pour votre participation. On termine un peu en avance par rapport à l'horaire. Vous êtes nombreux à nous rejoindre et nous en sommes vraiment ravis. N'oubliez pas que c'est un webinaire qui est gratuit et donc accessible à tous. Il faut le partager et puis n'hésitez pas non plus à soutenir nos actions sur www.lesouffle.org. Vous pouvez, si vous avez des suggestions ou des remarques à faire pour améliorer la prochaine édition, nous envoyer un mail sur communication@lesouffle.org. Et cette édition, cette 6e édition sera en replay dès ce jeudi, qui est la journée, encore une fois, nationale de la qualité de l'air. N'hésitez pas à partager ce lien. Je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Et